Actuellement, il y a eu 22 000 hectares de semés où il y a eu une déclaration de fait. On sait qu'il y a des paysans qui ont semé sans déclaration. Combien d'hectares? Moi, je suis incapable de dire combien d'hectares. Par contre, les 22 000 hectares qui ont été semés ont réellement été semés en France, dont 270 dans notre région Rhône-Alpes, 135 dans le département de l'Ain. Et c'est pour ça qu'on continue de se battre et on continuera de se battre pendant longtemps. Alors le Grenelle de l'environnement, je pense que c'est une mascarade et qu'on nous a amusés pendant 3 semaines avec ça, notamment le président de la République qui a bien dit qu'il n'était pas sûr donc des OGM et là le moratoire n'est pas appliqué. Et les OGM sont arrêtés jusqu'au mois de février, alors qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas plantés à ce moment-là, pas semés à ce moment-là. Alors, les semailles ont eu réellement lieu, effectivement. Aujourd'hui, c'est tout ramassé. On a réclamé haut et fort à la préfecture de l'Ain, à la préfecture de région, des DA, services des végétaux, etc. Où étaient venus, ils sont incapables de nous le dire. Là encore, un scandale de plus. On est en France dans un pays où il y a la culture du secret. Culture du secret sur les OGM et culture du secret sur bien d'autres sujets. On l'a vu avec l'amiante, on l'a vu avec le nuage de Tchernobyl qui n'était pas passé chez nous. Donc là, la France et sa culture du secret, ça, les citoyens ne sont pas dupes, mais malgré tout, on continue de vivre cette culture du secret qui est intolérable pour les citoyens français. Alors, est-ce qu'ils ont été beaucoup mélangés? Moi, alors, pour les agriculteurs que j'ai interviewés sur le département de l'Ain, il y en a au moins 2 qui m'ont dit qu'ils l'avaient récolté pour le donner à manger à leur porc. Hein. Le 3e, il voulait le vendre. Est-ce que la coopérative l'a séparé, sa récolte ou pas? Ça, on ne le sait pas, puisque la coopérative refuse de nous en informer. Où est-ce qu'ils l'ont mélangé? Ça, on ne le sait pas. Ce qui est chose de sûr, c'est que les moissonneuses-batteuses n'ont pas été nettoyées entre le champ du producteur OGM et les champs des producteurs non OGM. Donc, comme on sait qu'il reste à chaque fois au minimum 50 kg dans la batteuse quand elle a fini le champ, si vous ne la nettoyez pas, il reste toujours dans les fonds de cuve, dans les batteurs, etc., au minimum 50 kg de maïs, donc qui sont mélangés avec le champ suivant. Donc, obligatoirement, il y a eu du mélange. Je suis prête à repartir, oui, parce que c'est indispensable, je pense, pour obtenir le moratoire que l'on demande et puis pour que le principe de précaution soit mis en place. Et ça, c'est indispensable. Le fait qu'on convoque un mineur, plutôt que de convoquer quelqu'un comme toi qui est présent, qui est majeur, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire, ça me choque beaucoup. Et puis je trouve que c'est même de la lâcheté parce qu'on s'adresse aux plus jeunes plutôt qu'aux plus anciens, aux syndicalistes, aux personnes engagées déjà dans d'autres actions ou dans ces actions-là. Sur les OGM, on a eu il y a un mois et demi, une grande espérance en se disant on va avoir enfin le moratoire. Et puis suite au Grenelle de l'environnement, et puis on s'aperçoit que du moratoire, le gouvernement n'a pas eu de couille au cul, oui j'ose le dire, pour aller au bout, pour mettre la clause de sauvegarde en route vis-à-vis de l'Europe. Il a interdit simplement de vendre des semences d'OGM jusqu'au 28 février, comme si on se met du maïs en plein hiver. Là, c'est la belle fumisterie qui continue de vouloir nous faire avaler des choses, comme si on était des idiots. Il continue. Le gendarme qui m'a auditionné a été très courtois quand même, agréable, donc ça s'est très bien passé. Là je suis tombé sur quelqu'un de bien, donc c'est pour ça que d'ailleurs qu'il m'a pas mis en garde à vue. Donc par contre il m'a rappelé que la juge pouvait rappeler ce gendarme et qu'il y aurait possibilité qu'il y ait une autre convocation et donc une garde à vue forcément.
Donc normalement je passerai tribunal de Marmande dans quelques temps, donc là, ça c'est la juge qui voit ça. Mais dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. Tu passerais tout seul ou accompagné de tous les participants? Ça serait toutes les personnes qui sont inscrites sur une liste, donc la liste des 180 personnes je crois il me semble. Donc on serait tous ensemble. Tu peux nous rappeler comment cette liste elle est parvenue aux autorités? Alors ce qui s'est passé c'est que le 2 septembre 2006 il y avait donc 3 personnes qui ont été inculpées, donc qui ont été prises sur le fait à Grezey-Cavagnan. Et donc en fait en soutien à ces personnes-là, on s'est tous inscrits sur une liste que José Bové a rendue au capitaine de la gendarmerie de Marmande. Ça m'inspire simplement que effectivement la justice suit son cours, donc effectivement il fallait s'y attendre, hein, donc je l'avais mis en garde à l'époque, donc c'est vrai qu'il assume ses actes, donc ça c'est très bien, et donc il est prêt à assumer effectivement les actes qu'il a fait. Donc, après qu'ils prennent des jeunes, je pense aussi, c'est aussi pour justement marquer le coup sur les jeunes, parce que c'est aussi la cible certainement privilégiée, de dire aux jeunes qu'on vous a à l'œil aussi, et donc... Je vais appeler sa maman parce que ça va la rassurer. Donc ils m'ont posé pas mal de questions. Le gendarme avait toute une liste en fait de questions donnée par la juge. Et donc sur chacune des questions qu'il m'a posées, donc j'ai répondu que j'avais rien à déclarer. Il l'a très bien pris, donc ça s'est plutôt bien passé. On est dans un État qui est de plus en plus, qui veut criminaliser les actions citoyennes. Donc moi ça ne m'étonne pas. De toute façon, mais donner son nom, je pense qu'on ne s'est jamais caché de ce qu'on faisait. On continuera à le faire sans se cacher. On y va sans cagoule, en y revendiquant. Donc qu'ils nous entendent, s'ils veulent nous entendre, on est prêts à aller tous les uns après les autres. Être entendu, pourquoi pas. Nous, ce qu'on a fait et ce qu'on revendique, pour moi, c'est une action juste. Il n'y a aucun cadre juridique autour de ces cultures, autour des cultures commerciales. Là où est le gros problème d'ailleurs. C'est-à-dire que tu ne passeras pas au tribunal de Marmande. C'est pourquoi? 1er janvier, il est fermé, il n'existe plus. Le 1er janvier, il n'y a plus de juge d'instruction en Marmande. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça ne sera pas à Marmande. C'est une plainte contre X portée par M. Ménard. Portée par le propriétaire d'une parcelle. Le propriétaire du champ. Et le propriétaire légitime de cette parcelle avait-il légitimité à cultiver du maïs en septembre 2006? Il n'avait aucune légitimité parce que, premièrement, c'est-à-dire qu'il y avait des tests qui avaient été réalisés autour de cette parcelle. On s'était aperçu qu'en fait, il y avait une contamination qui avait été vue. Donc, premièrement sur des ruches, donc le pollen, et aussi sur des parcelles bio qui avaient été semées autour. Donc forcément, il n'y a aucune légitimité dans ce semis de Mont 810, je crois, il me semble. On devrait tous passer normalement. Donc pour destruction en réunion d'une parcelle GM de M. Ménara, donc dans quelques temps. On a remarqué qu'il y avait des semences, une récolte contaminée. Ce n'est pas forcément un silo dans lequel sont stockés les 90 hectares de la région. Par contre, tous les prélèvements qui ont été faits ont montré qu'il y avait une certaine contamination des grains de ces récoltes. Voilà. Donc, si on fait cette action, en fait, c'est pour dénoncer, comme nous l'ont dit, par exemple, les gens du service régional de la protection des végétaux, qu'il n'y a eu aucune surveillance sur les cultures 2007. Il n'y a eu aucun suivi des récoltes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les services de l'État ne savent absolument pas où se trouvent les récoltes des 270 hectares de la région. Aucune traçabilité. Donc en fait, on demande à l'État de mettre sous scellé les récoltes
2007. Voire de les détruire. D'autant plus surtout après toutes les déclarations qui ont été faites après Grenelle. Donc les faucheurs volontaires confinent un silo de maïs et le mettent sous contrôle citoyen. Les faucheurs volontaires rassemblés à Moitieu-des-Tourbes, dans l'Isère, devant un silo de maïs appartenant à une entreprise ayant commercialisé des semences OGM Pionnier, ont constaté à plusieurs reprises que des grains de maïs prélevés devant le silo étaient contaminés par du maïs OGM, par des chutes de grains. Alors que des chutes de grains se sont produites, d'ailleurs vous pouvez constater là-bas dans le coin, il y a un petit paquet de grains qui a été piétiné, qui est aussi contaminé. On a testé aussi ce petit paquet de grains, ce qui veut dire que l'étanchéité des filières, elle n'est absolument pas assurée. En plus de la contamination par le pollen au champ, cela confirme que la coexistence est impossible. Dénonce l'attitude du gouvernement qui, après avoir autorisé 270 hectares de culture de maïs OGM en Rhône-Alpes, n'a réalisé aucun contrôle ni suivi de ces cultures. Ceci a été confirmé par le service régional de la protection des végétaux. Dénonce également la non-traçabilité des récoltes, les services de l'État n'ayant mis en place aucun outil pour cela. Demande au ministère de l'Agriculture de mettre rapidement ses productions sous scellé, en cohérence avec les déclarations faites lors du Grenelle de l'environnement et en respect du principe de précaution. Ces récoltes ne doivent pas se retrouver dans nos assiettes via l'alimentation animale. Dénonce le déni d'engagement du gouvernement qui, après avoir annoncé l'activation prochaine de la clause de sauvegarde, cède au lobby agro-industriel en mettant en place un pseudo-gel de la vente de semences OGM. Réaffirme leur volonté de résister à la colonisation des OGM en plein champ, y compris par la désobéissance civique, si la liberté et le droit des citoyens à produire et consommer sans OGM ne sont pas respectés. C'est pourquoi les faucheurs volontaires décident aujourd'hui de confiner symboliquement ces récoltes de maïs et de mettre le silo sous contrôle citoyen. Simplement rappeler qu'il y a eu un revirement de situation grâce à nos actions et autres, et grâce aux problématiques du Monsanto 810 et à l'appel d'Orléans que nous avons fait en février 2007, qui fait que le ministère de l'Environnement, au nom du gouvernement national, au niveau européen, a déjà autorisé 2 États et a voté pour un moratoire pour la Hongrie et l'Autriche. Ce qui voulait dire que pour la première fois depuis pas mal d'années, la France commençait à se poser des problèmes sur ce BT particulièrement. Parallèlement, Dimas, responsable de la Commission européenne environnementale, remettait en cause tous les BT et particulièrement 2 demandes d'autorisation de BT. Je ne sais pas parler là-dedans.
vous avez compris qu'il y avait un contexte qui était en train de changer. Et puis, si on avance... Mais je crois qu'on m'entend. Si on avance encore, l'ensemble des actions qu'on a menées cet été, et pour la première fois dans l'histoire au niveau national, ça n'a pas été des actions qui étaient focalisées sur un lieu, mais l'autonomie de chaque département, de chaque région, au sein de collectifs qui ont permis de sensibiliser la population, mais particulièrement les élus de terrain. Après, je vous décline rapidement ce qui s'est passé. Un certain nombre d'associations ont fait partie du pré-Grenelle et particulièrement, on va dire, de l'atelier OGM. Elles ont été entendues et je crois que l'ensemble des arguments, qu'ils soient scientifiques, sociaux et politiques, ont été entendus par des gens qui jusqu'à maintenant jouaient les sourds. Peut-être qu'on leur a prêté un sonophone et qu'ils ont entendu ce qu'on avait à dire. Est arrivée la sortie du Grenelle, ou alors au rendu du Grenelle, vous savez tous ce qui a été dit à la fois par le ministre de l'Environnement, à la fois par Sarkozy et par d'autres, que probablement la seule issue était ce que nous demandions, c'est-à-dire activer la clause de sauvegarde. La clause de sauvegarde, c'est l'article 23 de la 2001-18. Mais aussi, ça peut être une partie de la 26 bis. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est juste pour signifier que pour se mettre en règle avec un jeu européen, la France a obligation d'apposer une loi parce que c'est constitutionnel et aussi d'activer le principe de précaution. Donc, suite à ces déclarations, on espérait beaucoup. Et nous réclamions, tous ensemble, activer la clause de sauvegarde, puis éventuellement une loi, et cette loi, c'est celle qui est écrite ici, et non pas une autre, ni avec. Suite à ça, dans la rapidité, comme il l'a fait au début de 2007, il y a eu un décret pour nommer une haute autorité provisoire. Ce décret, c'était le 7 décembre, si ma mémoire est bonne. Il y était apposé un autre décret pour contenter soi-disant des gens qui signifiait le gel de la commercialisation des semences, mais c'est la cession des semences à des paysans. Ce qui voulait dire et qui veut dire que toutes les coopératives et tous les acteurs commerciaux en ce moment sont en train de faire des actes commerciaux. Vous avez compris qu'il n'y a pas gel des semences. C'est un mensonge. Suite à tout ça, ceux qui ont été nommés de manière étrange à la haute autorité de manière provisoire, un certain nombre ont décidé d'avoir une attitude, particulièrement la Confédération paysanne, et l'Alliance a suivi après. La Confédération paysanne a dit tout simplement qu'elle ne participerait pas en l'état à la haute autorité, qu'elle soit provisoire ou définitive, dans la mesure où ceux qui avaient été engagés par nos gouvernants et notre chef d'État, c'est-à-dire d'abord activer la clause de sauvegarde avant de proposer une loi. Et la deuxième raison, c'est que si on fait une loi dans l'urgence, on fera une bêtise. Voilà à peu près la situation. Je remercie au nom de la Conf que l'Alliance ait accepté de suivre la même démarche parce que 80 associations représentées qui sont représentées au sein d'Alliance, c'était pas simple de trouver une démarche commune. Voilà à peu près le tableau dans lequel nous sommes. Et l'action d'aujourd'hui, à mon avis, est très importante parce que la contamination ne concerne pas que les cultures, mais elle concerne la traçabilité. Et nous sommes en train de montrer que la contamination, comme on l'avait montré dans l'histoire, elle est aussi importante sur le stockage et la traçabilité. À tel point, depuis 2004, tous les parlementaires sont au courant d'un rapport de la répression des fraudes
comme quoi 35% des semences de maïs qui étaient importées étaient contaminées. Ce qui veut dire que la traçabilité et les filières ne peuvent pas nous garantir un territoire sans OGM. Voilà le cadre. Donc pour l'instant, la Confédération paysanne a beaucoup de chantiers en cours. Il y en a un gros dont on entend souvent parler qui est la PAC, un autre qui est un peu toutes les productions en crise, et un troisième gros chantier sur lequel elle se bat, c'est les OGM. On avait espéré, en participant au sortir du Grenelle, que les choses allaient s'accélérer. Force est de constater aujourd'hui, c'est que ça ne s'accélère pas, au contraire, c'est en train de reculer. On avait pensé que la clause de sauvegarde allait être activée très rapidement. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc ça veut dire qu'on est très très inquiet. Et l'analyse qu'on en fait, alors c'est vrai pour les OGM, mais c'est vrai pour d'autres chantiers aussi, c'est que tout ce qui est agricole vient d'être confié à nouveau au ministère de l'Agriculture. On avait cru comprendre que le ministère de l'Environnement avait quelques capacités à nous entendre. Le ministère de l'Agriculture a d'abord des grands lobbies qui sont derrière lui, qui pilotent la politique agricole depuis longtemps. Et ces grands lobbies sont en train de faire leur boulot, c'est-à-dire que c'est des gens comme Belin qui se retrouvent dans la haute autorité, qui est en même temps un pro-OGM, producteur de céréales, enfin un président de Sophie Protéol, et j'en passe et des meilleurs. Ça veut dire qu'on voit les gens qui sont les tenants du système et qui ont amené les OGM en France, derrière reprendre la main. Et je crois qu'il y a vraiment un rapport de force à mener. Et si la Confédération paysanne, si l'ensemble de Faucheurs, Alliance et toutes les organisations qui sont contre les OGM ne se battent pas, on n'y arrivera pas. Donc une loi pour quoi faire? C'est d'abord produire et consommer sans OGM. Et ça, il faut que de partout on puisse le faire. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, et là, cette semaine, au niveau de la Confédération paysanne de la Loire, les collègues ont rencontré le conseiller agricole de Fillon, qui leur a dit que pour l'instant, dans la loi, ça serait 0,9, le niveau de contamination. C'est ce qu'il leur a dit, c'est ce qui serait marqué dans la loi, c'est ce qui devrait passer. On sait bien qu'avec 0,9, on peut produire des OGM à beaucoup d'endroits, polluer ses voisins, on a le droit de polluer un peu. Donc, c'est pas produire et consommer sans OGM. Donc, c'est vraiment arriver à obtenir ce 0,1% ou 0,01, en tout cas, un seuil qui permette de produire sans OGM. Et puis là, il y a Gérard Laurent est à côté de moi, et je crois que l'autre point fort, mais il le développera sans doute, c'est le fait qu'on puisse obtenir par la loi que certaines régions, si elles le souhaitent, puissent être sans OGM du tout, quels que soient les points de cohabitation, et permettre notamment dans une région comme la région Rhône-Alpes, où il y a beaucoup d'AOC, beaucoup de labels, de se défendre des OGM. Et je crois que ça, c'est vraiment les points forts sur lesquels il faut qu'on se batte. Alors, j'avais prévu de commencer mon propos par ce qu'avait dit Sarkozy, et je crois qu'il faut lui rappeler tous les matins qu'il a dit qu'on avait des doutes. Et c'est lui qui a osé vraiment employer de façon publique et notoire le mot OGM pesticide. Ça veut dire qu'il a vraiment associé les deux choses. Et là-dessus, il faut qu'on s'appuie, il ne faut pas qu'on lâche. Alors, la Confédération paysanne, Olivier vous l'a dit tout à l'heure, est sortie de la haute autorité. On s'est battu pour y être, parce qu'a priori on ne devait pas y être, on s'est battu pour y être. Et lors de la première, c'est de la haute autorité provisoire. On s'est battu pour y rentrer parce qu'il nous semblait important que la conf y soit. Il faut savoir qu'il y a 3 paysans dans cette haute autorité. Il y en a un qui est fameux, Xavier Belin, dont on a parlé tout à l'heure, qui a toutes les casquettes et qui est surtout un pro-OGM, et qui fait partie des hauts responsables. Il y en a un deuxième qui est représentant de la PCA, on ne peut pas attendre après lui pour qu'il y ait quelque chose, pour que ça fasse avancer. Donc le seul représentant des paysans était un paysan de la conf, et qui n'était pas celui qu'on avait désigné, mais celui que le ministère a bien voulu accepter, ce qui est un peu différent. Donc il y a eu un grand rapport de force là-dessus, ce n'est pas la peine de débattre très longtemps là-dessus. Il n'empêche qu'il y a des accords, et parmi les revendications qu'on a aujourd'hui, on demande à ce que ce soit Guy Cassler qui représente la Confédération paysanne, et non pas Jacques Pasquier, qui est également secrétaire national, et qui suit le dossier OGM avec Olivier, qui en est le responsable. Et notre ministre de l'Agriculture, qui a pondu cette espèce de texte disant qu'on gelait le SMI des OGM pendant l'hiver, bon, c'est original, et qui a été haut commissaire européen, donc il connaît bien tous les rouages du système européen. Il sait parfaitement que ce qu'il a fait n'est pas légal vis-à-vis de l'Europe, donc ça ne sert à rien. Ça veut dire que ce que la France a fait sera retoqué au niveau européen, parce que cette espèce de gel, c'est quelque chose qui ressemble à rien. C'est une invention qui doit lui permettre sans doute de gagner du temps. Donc la seule solution, c'est bien de demander la clause de sauvegarde, et c'est pour ça que la Confédération paysanne a suspendu sa participation à la haute autorité. Donc avec Arnaud Apotheker qui représentait l'Alliance. Ils sont sortis hier après une déclaration. Le point qu'a soulevé André est important. Je pense qu'il faut que les régions françaises
est un droit qui les reconnaisse, comme les landes allemandes, comme les provinces italiennes ou comme les provinces espagnoles, un droit qui leur attribue le droit de prendre des décisions, et des décisions de police au sens noble, pas au sens répressif, mais auquel on est habitué. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'une région comme la région Rhône-Alpes a pris un positionnement très clair contre les OGM et assure la mise en place d'un certain nombre d'actions, je vais en parler, qui vont vraiment dans le sens du refus des OGM, mais la loi ne leur donne pas le droit d'appliquer cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'opposer à une mise en culture, ou on ne peut pas s'opposer à l'arrivée, à l'importation de tourteaux transgéniques dans la région Rhône-Alpes. Donc c'est un point qui est important, c'est un point qui relève de la loi française d'abord, et je ne sais pas comment cela évoluera, parce que quand on entend des déclarations comme celle de la ministre de l'Intérieur, Ayou Marie, récemment, le jacobinisme est quand même pas mort dans notre pays. Et il y a des gens qui pensent que hors l'État, il n'y a rien, quoi. Donc ça, c'est un chantier. C'est un chantier, ce n'est pas plus qu'un chantier pour le moment. Par contre, je voudrais vous dire très rapidement que ce qui paraît important aussi, avec, alors d'abord, je redis, enfin pour moi, il n'y a pas de loi de coexistence possible. La coexistence n'est pas possible, et la seule loi qui vaille, c'est une loi qui applique la clause de sauvegarde et qui dit non aux OGM. Je ne vois pas d'autres possibilités que celle-là. Au niveau régional, une chose qui est importante, c'est que il faut armer les éleveurs, les agriculteurs, à résister aux pressions qui les incitent à cultiver des OGM, ou qui les incitent à en utiliser, dans l'alimentation animale en particulier. Je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que les OGM, c'est d'abord la question de l'alimentation animale. On ne le dit pas assez. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans des systèmes d'alimentation où, d'une part, on cultive énormément de maïs, et ce maïs, c'est du maïs hybride. Dans les semences de maïs hybride, de plus en plus, c'est là que se fait la pression, entre autres pour le Monsanto 810. Donc la première porte d'entrée, ce sont des semences transgéniques. Et ensuite, quand on a nourri les troupeaux avec du maïs transgénique, derrière, on recourt à du soja pour remonter le niveau de protéines de la ration, et donc pour arriver à une ration équilibrée entre énergie et protéines. Et tant qu'on sera dans ces systèmes-là, qui poussent de plus en plus vers le maïs, et qui poussent de plus en plus vers le soja derrière pour équilibrer, la menace des OGM, elle sera extrêmement forte. Alors, ce système-là n'est pas un système qui est arrivé avec les OGM. Le productivisme en élevage, il est bien plus vieux, il a des décennies. Mais il devient d'autant plus aigu avec la question des OGM. Donc on est en train de travailler au niveau régional pour la mise en place d'un certain nombre d'actions pratiques dans lesquelles la région favorisera la sortie de ces systèmes productivistes-là et aidera les éleveurs à aller vers plus d'autonomie alimentaire. Ce sont des mesures qui vont s'appliquer à partir du mois d'avril et qui sont très concrètes. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais s'il y en a qui ont envie que l'on discute après, je peux vous donner des exemples précis d'actions qui vont être menées dans le genre. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On est la première région à aller sur ce terrain-là. Et j'espère que, on va le mettre en application efficacement, et deuxièmement, que d'autres régions suivront. Je suis bien, moi, j'attache beaucoup d'importance à ce sujet-là. C'est moi qui en ai la charge à la région, c'est moi qui ai la charge de préparer ces mesures-là, et je suis content qu'on rentre dans le concret dans ce domaine, parce que je pense qu'avec la bagarre contre, il faut aussi mener toujours les bagarres pour. L'alternative me paraît quelque chose d'essentiel pour gagner notre combat contre les OGM, comme pour en gagner d'autres. Voilà, donc vous entendrez parler de ça, en particulier pour ceux qui sont éleveurs, dans le courant de l'année, puisque nous allons mettre ces choses-là en place. Et puis, je pourrais dire plein d'autres trucs, mais je crois qu'on n'est pas là pour faire des conférences de presse à rallonge.